je vous remercie de défendre les pinsons et les tourterelles depuis longtemps. En fait, dès l'âge de 12 ans, j'ai créé un club des jeunes amis des animaux au lycée Eugène Fromentin à La Rochelle. Et comme beaucoup d'enfants, je crois que j'ai été passionné par les animaux parce que ça invite à la curiosité l'animal. Et peut-être je me suis réfugié un peu dans cet univers qui était plein de perspectives. Et puis aussi, je trouvais une forme de tendresse peut-être avec le contact avec les animaux. Peut-être était-il moins violent que les humains, même si il y a des prédateurs chez les animaux, évidemment. Et j'ai eu la chance que cette passion devienne un métier un peu improbable, parce que je ne suis pas biologiste, je ne suis pas vétérinaire, je suis devenu journaliste, écrivain et autres. Voilà, je suis au Conseil économique, social et environnemental, au Conseil national de la transition écologique, des fonctions multiples, mais qui convergent toujours vers cet intérêt de préserver le vivant. Alors en fait, j'étais passionné à la fois par les rapaces et les serpents. C'était les mal-aimés à l'époque. Les uns et les autres n'étaient pas protégés par la loi et on clouait les chouettes, par exemple, sur les portes des granges pour conjurer le sort. On coupait les pattes des buses avec des pièges à mâchoire tout à fait odieux parce qu'on croyait que c'était des animaux nuisibles. Quant aux serpents, on les écrasait du talon, on les tuait chaque fois que possible. Et j'avais la naïveté de croire que si j'arrivais à sauver les serpents et les rapaces, du même coup, je sauverais toute la biodiversité. Bon, on est loin du compte et peu à peu, avec le temps, je me suis engagé dans d'autres combats plus vastes, pas seulement les serpents, les rapaces, mais l'ensemble des oiseaux et puis l'ensemble de la biodiversité. Du reste, tout est lié. Il y a un chef indien, un chef Seattle de la tribu des Suquamish qui disait « Ce qui advient à la bête advient bientôt à l'homme ». Tout est lié. Écoutez, non, très honnêtement, je ne veux pas avoir l'air prétentieux ou faussement modeste, mais ma seule réussite, c'est d'avoir eu la chance exceptionnelle de vivre chaque matin ma passion, et d'en vivre plutôt bien en permettant, grâce à la télévision, d'aller en Antarctique aussi bien qu'en Chine ou dans les déserts multiples ou en plongeant, je sais pas quoi, sur la grande barrière de corail pour filmer la naissance du corail ou la migration des gnous entre la Tanzanie et le Kenya, que sais-je encore. Donc une chance extraordinaire. Ça, c'est une réussite et je la souhaite à beaucoup de pouvoir vivre de sa passion. On peut comprendre qu'aujourd'hui on refuse les animaux en captivité et du reste, moi je me bats pour qu'on cesse d'utiliser des animaux sauvages dans les cirques. Je vais vous donner un seul exemple. J'ai eu le bonheur d'aller filmer les tigres en Inde. Eh bien, un tigre en Inde, même s'il a de quoi manger, des ressources alimentaires, des gazelles, que sais-je, il a besoin de 50 km² d'espace qu'il va marquer, dans lequel il va s'épanouir, et il a besoin de solitude. Il ne retrouve les siens que pendant les périodes de reproduction. En captivité dans les cirques itinérants, on lui propose une voiture-cage de 9 m² de sûr, en cohabitation forcée avec des lions ou d'autres tigres. C'est inacceptable parce que un tigre qui naîtra en captivité de 10e génération restera un tigre. Ça ne deviendra jamais un chat. Il restera avec un animal qui a des besoins fondamentaux que le cirque itinérant ne peut satisfaire. Oh, c'est évidemment le combat commun qu'on a
conduit ensemble et qu'on continue de conduire. Je l'ai périodiquement au téléphone. Sa fondation fait un travail mais tout à fait admirable. Et pour être très franc, je me suis jamais attardé. J'ai fait un film de 3 heures quand même sur Brigitte Bardot, un documentaire sur sa vie, dans lequel évidemment on incluait la partie cinématographique, mais ça n'était pas l'essentiel. Pour moi, l'essentiel, c'est les moments de bonheur qu'on a pu passer ensemble parce qu'on partageait les mêmes valeurs, des moments de doute, des moments de déprime aussi, parce qu'on était effondrés devant la difficulté à agir et le peu de résultats qu'on avait malgré nos efforts de Brigitte, de moi et de bien d'autres. Et puis des moments de silence formidables ou des moments de rire sur la plage extraordinaires. Voilà, des tranches de vie authentiques, véritables, et ça, c'est quand même assez rare. En vérité, l'écriture, je suis comme tout le monde devant la feuille blanche. J'ai des moments de doute et puis il y a d'autres périodes où au contraire la plume m'emporte, mais pour un ami des oiseaux, c'est bien normal. Non, je crois que c'est la manière dont on traite les choses. J'ai beaucoup écrit sur les mêmes thèmes, la protection de la nature, des animaux, et trouver les mots nouveaux pour continuer à convaincre d'une autre manière, c'est parfois un peu difficile. Alors le dernier ouvrage m'a enthousiasmé parce qu'en fait c'est une lettre ouverte des animaux à ceux qui les prennent pour les bêtes. Et l'idée n'est pas de défendre les animaux, mais de donner la parole aux animaux pour qu'ils se défendent eux-mêmes. Et c'est ainsi que le cochon plaide devant l'éleveur, l'ortolan plaide devant le braconnier, le taureau plaide devant le torero, et chacun va essayer d'avoir un avenir meilleur en plaidant sa cause. J'espère que je vais contribuer à faire reculer la souffrance animale. Non, alors Un siècle pour les oiseaux, c'est un film en fait que j'ai fait et qui portait sur la prodigieuse aventure de la Ligue pour la protection des oiseaux qui est née en 1912 à une époque où les Parisiens partaient avec les trains de l'ouest de la France, allaient jusqu'à Perros-Guirec, dans le département qu'on n'appelait pas encore les Côtes d'Armor, mais les Côtes du Nord. Et là, ils flinguaient tous les macareux moines qui venaient nidifier sur l'archipel des 7 îles. Et ils en ont tué, mais par milliers, sans même les manger. Et une poignée d'amis des oiseaux s'est révoltée, s'est insurgée contre cette pratique odieuse. Et le massacre des macareux moines a été suspendu et la première réserve maritime a été créée sur les 7 îles. Et après, il y a eu bien des combats menés par la LPO jusqu'à aujourd'hui où c'est devenu la première association naturaliste de France défendant la biodiversité. 48 000 membres, 5 000 bénévoles, 400 salariés. C'est vraiment considérable et ça embrasse des combats aussi divers que la révision de la politique agricole commune, l'éducation à l'environnement, l'impact des éoliennes sur la biodiversité, les centres de soins pour la faune sauvage, que sais-je encore. C'était votre peur de ce qu'il leur restait à vivre, mais aujourd'hui vous pensez qu'ils sont sauvés? Non, très honnêtement, on assiste à un déclin des oiseaux, de la biodiversité comme on n'en a jamais connu. Un tiers des populations d'oiseaux ont disparu, ce qui est considérable. Et en plus, l'oiseau est un indicateur. Là où il s'épanouit, en nombre, eh bien c'est le cortège du vivant, les petits mammifères, les batraciens, les reptiles, que sais-je, les insectes qui sont présents. Dès lors, au contraire, qu'il diminue, c'est la vie qui s'estompe. Et donc on voit que l'oiseau est l'annonciateur du déclin pathétique du vivant qui nous entoure. Et j'ajoute qu'on ne pourra pas survivre sans le vivant. La planète s'en tirera, mais nous ne vivrons pas sans le vivant qui nous entoure.
Faire un film, c'est toujours un pari, mais c'est communiqué par l'image, par les commentaires, par les témoignages. C'est communiquer finalement une réalité de terrain. C'est ce que j'ai tenté de faire partout dans le monde, montrant cette beauté de la nature prodigieuse, cette singularité des animaux, et puis surtout la fragilité de la planète. Je suis content de constater qu'à une époque, il y a quelques décennies, pour sauver la nature, on pensait qu'il fallait la mettre sous cloche. Tout au contraire, aujourd'hui, on considère qu'il faut la faire partager par le plus grand nombre. C'est le patrimoine naturel commun qui doit être préservé par chacun d'entre nous.